Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à tous les membres du Conseil fédéral qui participent à cette édition inédite du Conseil fédéral. Euh, Tout d'abord, j'ai une pensée pour toutes les victimes du Covid-19, bien sûr, et leurs proches, pour toutes les personnes infectées, dépistées ou non, hospitalisées ou non, qui font face à la douleur et à la fatigue, à tous les salariés, et en premier lieu les personnels hospitaliers, mais aussi l'ensemble du service public, et puis ce qu'il faut appeler les premiers de cordée du privé, les caissiers et les caissières, les personnels de la logistique, les routiers. Et enfin, je salue celles et ceux qui, parmi les écologistes, ont remis la blouse ou le tablier pour porter assistance, Nadine, Léa et de nombreux autres. Au nom du mouvement, je voulais vous dire merci et bravo. Alors, c'est notre premier conseil fédéral après le premier tour des municipales. Évidemment, la situation fait que nos succès sont un peu passés sous silence et que nous nous retrouvons même dans le doute quant à la tenue du second tour. En tout état de cause, on l'a dit, la santé doit prévaloir sur ces débats. Je tiens à saluer chaleureusement tous les militants et les militantes qui ont fait campagne dans cette situation exceptionnelle, toutes les candidates et les candidats, aussi bien celles et ceux qui se sont dévoués dans des terres de mission où faire 5 ou 10% est un exploit, comme celles et ceux qui jouaient le leadership. Un salut particulier à Daniel Dombard, maire de Schiltigheim, réélu au premier tour, ainsi qu'à nos maires sortants, Éric Piolle, Christian Métairie, Clément Rossignol, qui ont frôlé de peu la réélection. Clairement, c'est un gage de confiance des électeurs et des électrices que dans la période, les écologistes puissent être reconduits ou plébiscités quand ils sont vendés. Et bravo aux candidats présentes et présents au second tour, à Strasbourg, Besançon, Toulouse, Tours, Bordeaux, Orléans, Annecy et Lyon et d'autres. On peut créer la surprise, l'exploit. Et demain, dans la mêlée, c'est vous qui représenterez le mouvement. C'est vous qui tirerez le mouvement. On est avec vous, derrière vous, à votre service. Je voudrais aussi saluer les candidates et les candidats qui, bien que deuxième à gauche, réalisent des scores historiques. C'est en particulier le cas à Lille, à Rennes et ailleurs. Et celles et ceux qui incarnent désormais l'opposition dans des fiefs de droite. Enfin, un bravo à la génération émergente de femmes politiques de tous âges et partout en France. Puissent-elles susciter des vocations, les échéances ne manquent pas. Quoi, maman? T'as réussi? Alors, du fait de l'abstention, je ne vais pas pouvoir beaucoup développer l'analyse du scrutin, elle peut sembler difficile. Une chose est sûre, réaliser ces scores dans ces conditions, malgré l'abstention défavorable pour nous, révèle un vote écologiste structuré, structurant, un ancrage, une implantation dont nous pouvons nous réjouir. Et nous aurons à confirmer ces percées. Seulement, la décision du report du second tour ne nous appartient pas, même s'il semble, à vrai dire, improbable de tenir un second tour dans des conditions sereines en juin. Et donc, s'il faut repartir à l'automne, nous répondrons présent. En attendant, c'est l'impératif de santé publique qui s'abat sur la planète, avec près de la moitié de l'humanité confinée. Alors, avec ce nouveau coronavirus, dont l'émergence est liée à la prédation de l'homme à l'égard de la nature et à la destruction des habitats sauvages, et dont la propagation a été facilitée par l'intensité des échanges liés à la mondialisation libérale, l'humanité redécouvre avec stupéfaction, sidérée, la fragilité de notre modèle de civilisation. Elle réalise que l'effondrement est possible. Retranchée, confinée, elle fait l'expérience d'un quotidien où se trouve modifié le rapport au temps, au collectif, à la consommation. Surconnectée, elle utilise les réseaux sociaux comme un dernier espace d'échange, un peu comme nous. Les consciences bougent, les questions fusent. L'intelligence collective demande des réponses nouvelles. Jamais le modèle actuel n'aura autant vacillé sur ses bases. Imaginez, hier encore, nous demandions dans le désert des contreparties sociales et environnementales pour les aides aux entreprises comme le CICE. Et nous passions pour des utopistes. Et encore, ça, c'était les gentils. Nous passions pour les fadas. Aujourd'hui, les conditions au versement des dividendes sont sur toutes les lèvres, même sur celles du ministre de l'économie. Et hier, nous nous battions contre des traités commerciaux et la mondialisation libérale. Aujourd'hui, les esprits les plus soi-disant sérieux, ceux-là même qui nous traitaient d'altermondialistes, alors que c'est un compliment, cela revendique la relocalisation des chaînes de production. Et donc, l'heure n'est pas à la demi-mesure. La pandémie en cours nous appelle à être ambitieux, radicaux, déterminés. Il s'agit de reconstruire l'ordre du monde, ni plus ni moins. L'enjeu pour les écologistes est immense. Il s'agit de démontrer
que le coronavirus n'est pas qu'une crise sanitaire, c'est le nom du dérèglement du monde. Le coronavirus démontre de manière paradigmatique l'ampleur des transformations que nous allons devoir engager pour faire face au réchauffement climatique. Il nous faut réinventer nos valeurs, modifier nos priorités. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est le rassemblement de l'humanité pour affronter et vaincre une menace commune et invisible. Aujourd'hui, c'est la pandémie. Demain, d'autres crises. Et toujours, la mère des batailles, le dérèglement climatique. Alors concrètement, dans la période, oui, la solidarité nationale doit prévaloir, évidemment. Mais cela implique un devoir de transparence et de franchise de la part du gouvernement. Sur les masques, le gouvernement a hérité d'une situation dont il n'est pas responsable. Mais il y a bien un problème de pénurie. Et c'est révoltant de constater que le gouvernement semble avoir adapté les consignes sanitaires en fonction des stocks, jusqu'à dire que le port de masque était inutile. Même constat sur les tests. Nous avons désormais besoin d'un dépistage massif tel qu'il se pratique en Allemagne. Là encore, la question de la relocalisation de nos outils de production devra être posée. La solidarité nationale n'impose ni le silence sur les problématiques qui affaiblissent notre réponse face à l'épidémie, la pénurie de masques, de tests, et aussi l'austérité qui a fragilisé l'hôpital public, ni le silence sur le manque de moyens pour sauver nos seniors dans les EHPAD, ni le silence sur la critique des mesures que le gouvernement souhaite adopter pour déréguler nos acquis sociaux. Je pense à l'extension de la durée du temps de travail ou des congés payés imposés. Plutôt que de la dérégulation, nous avons besoin de nouveaux droits, de nouvelles protections, en particulier concernant les précaires et les mal logés. Il y a un besoin urgent de réquisitionner davantage d'hôtels, d'internats, de villages de vacances, qui sont de toute manière vides. Si on ne fait rien pour les bidonvilles, les foyers de travailleurs migrants et les gens du voyage, alors nous aurons des milliers de morts. L'alerte est également de mise concernant les femmes victimes de violences conjugales et les enfants victimes de violences. Du fait de la crise, émerge le bon sens, le discernement, cette ancienne proposition des associations féministes. C'est l'homme violent qu'il faut écarter du domicile, pas la victime. Soyons vigilants pour que cette mesure se généralise dans l'après-crise. Et pour les ménages les plus pauvres, nous avons besoin d'une aide financière exceptionnelle, un peu comme une prime de Noël, pour les aider à passer le cap. Et il faut un fonds national d'aide au paiement des loyers. Sinon, des dizaines de milliers de procédures d'expulsion se déclencheront dans les prochains mois, avec à la clé des morts à la rue. Là encore, c'est le bon sens. Un impayé de loyer, c'est d'un côté un manque de revenus pour le propriétaire, et de l'autre la précarité, la rue et la mort pour le locataire qui ne peut plus faire face. Évitons ces solutions perdant, perdant, perdant. Évitons ces expulsions en pleine crise. Évitons-les tout court, tout le temps. C'était l'objectif de la garantie universelle des loyers et de la loi Duflot que Valls puis Macron ont méthodiquement sabordé. Nous le disions hier, nous le disons aujourd'hui et nous le dirons demain, non aux expulsions sans relogement. Mais on le sent bien, le risque, c'est qu'au lendemain de la crise, l'immobilisme reprenne sa place dominante et qu'on nous explique que tout doit recommencer comme avant. Ou pire, nous voyons qu'aux États-Unis, la crise est prétexte à revenir sur les normes environnementales. Et en Europe, déjà, les constructeurs automobiles demandent à être affranchis des normes diesel qu'ils ne respectaient déjà pas. Nous devons à tout prix éviter une relance brune, une relance à l'ancienne, qui accroîtrait encore les émissions de CO2 au détriment du climat, de la justice sociale et de la santé. Alors demain se décide aujourd'hui. Cette relance doit être l'occasion de revoir l'échelle des valeurs qui structurent nos sociétés, plutôt que les premiers de cordée, les premiers de corvée, dont je parlais plus haut. Comme le résume Bruno Latour, de manière un peu franche, à quoi ça sert d'avoir tout arrêté, de s'ennuyer à être confiné, si c'est pour, après le confinement, tout reprendre comme avant. Il faut donc tirer des leçons, partir du principe que ce qui ne fonctionne pas maintenant, en temps de crise, ne fonctionne pas tout court. C'est le cas bien sûr pour la réforme des retraites ou celle de l'assurance chômage. On mesure aussi désormais l'ampleur de toutes les inégalités qui jusqu'ici semblaient banales, semblaient aller de soi. Les caissiers et les caissières, les infirmiers et les infirmières, les routiers, les profs, mal payés, mal considérés. Ils et elles sont en fait l'ossature de notre pays. Il faut donc repenser l'échelle des valeurs, y compris les échelles salariales. Et à ce titre, le revenu de base est un atout. D'abord dans l'urgence pour lutter contre la pauvreté, mais aussi pour opérer un changement profond de société. Pour nous, il s'agit évidemment de concilier justice sociale et transition écologique. Cela nécessite un changement de méthode et ça nécessite une garantie. Jupiter ne peut décider seul de la suite. En 2008, pendant la crise des subprimes, on a déjà vu de grands discours.
notamment une épiphanie de Nicolas Sarkozy sur la fin des paradis fiscaux. Et puis, évidemment, tout est reparti comme avant. Alors, je ne veux pas faire de procès en insincérité, mais on ne peut pas se reposer sur de simples promesses. Le monde d'après ne pourra pas être inventé par Emmanuel Macron et Édouard Philippe seuls. Il est nécessaire de trouver les modalités pour mettre tout le monde autour de la table. Alors, ce week-end, c'est la première étape. Nous adoptons ce corpus programmatique, puis nous les confronterons avec le travail des associations et des syndicats, ainsi que la Convention citoyenne pour le climat. Nous proposerons ensuite à l'exécutif d'accepter que le monde d'après ne descende pas de Jupiter, mais plutôt qu'il monte de la société, des forces associatives, syndicales et politiques. Comme dans les années 30 aux États-Unis, notre société a besoin d'une nouvelle donne, un véritable Green New Deal. Je termine en saluant à nouveau l'engagement d'Esther Benbassa pour son travail législatif sur la loi d'état d'urgence sanitaire. Cette loi qu'il faudra dans l'avenir corriger, amender, pour en limiter les atteintes aux libertés collectives et individuelles. Je remercie également véritablement, chaleureusement, François Thiollet, Eva Sas et Alain Coulombelle et les commissions thématiques pour l'énorme travail de préparation du programme que nous allons discuter et adopter. C'est pour moi le corpus essentiel pour aller discuter avec les autres forces politiques, associatives et syndicales. L'idée vraiment, ce n'est pas d'adopter un énième texte pour se dire qu'on l'a fait, ou pour se faire entendre, ou pour jouer la petite musique écolo. Notre responsabilité est immensément plus grande. Il y a 6 mois, même pas 6 mois, on a décidé en congrès de tout faire pour que l'écologie incarne l'alternative en 2022. Et nous nous disions, on a un peu de temps. Eh bien, soyons graves, soyons clairs, soyons lucides. Une grosse partie de ce qui va structurer la marche du monde, de l'Europe et de la France, se joue dans les prochaines semaines. Notre responsabilité est déjà là, présente aujourd'hui. On doit proposer un imaginaire post-crise qui ouvre d'autres solutions que le dogme de la croissance, que la priorité donnée au court terme sur le long terme, que l'obsession pour la rentabilité. Il faut des investissements dans les services publics, dans la transition écologique, une lutte contre la pauvreté et la création de nouveaux droits, l'indépendance des médias. On doit proposer un sursaut à la hauteur du programme des jours heureux. Un sursaut qui déborde les clivages à partir du moment où on se met d'accord sur le chemin emprunté. Alors, adopter ce corpus, chercher ces mesures basculantes, comme les appelle Edgar Morin, ces mesures qui fédèrent bien au-delà de l'écologie, c'est aller chercher ceux que nous n'avons pas encore convaincus, mais qui aujourd'hui, majoritairement, avec la crise, prennent conscience de l'impératif de sanctuariser nos biens communs, avec au premier rang la santé, nos services publics, l'environnement, la biodiversité. Demain, nous devrons décliner ces propositions, ces grands principes dans nos villes, dans nos départements, dans nos régions, afin d'y enclencher sans plus tarder la métamorphose sociale et écologique de nos territoires avec et pour les habitantes et les habitants. Il s'agit d'une tâche immense, mais passionnante. Et je sais pouvoir compter sur vous pour la mener à bien. Alors, cet après-midi, travaillons bien, prenons soin de nous et de nos proches aujourd'hui pour demain continuer à sauver la planète. Je vous remercie.